Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, fête ses 70 ans ce vendredi 26 juin. L'institution compte 193 États membres, mais pour certains, l'Afrique n'est pas suffisamment intégrée dans les postes clés. Zoom sur les produits forestiers non ligneux, ces produits naturels capables de se régénérer et de créer de la richesse. Ils sont utilisés dans plusieurs secteurs et font vivre près de 80% de la population d'Afrique centrale. Étendre le taux de bancarisation en République démocratique du Congo, c'est l'objectif de la Banque centrale. Le pays possède une croissance économique de 4%, mais seuls 22% de la population possède un compte bancaire. Maintenir la paix et la sécurité internationale, développer entre les nations des relations amicales, renforcer la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire. Ce sont sur ces résolutions qui peuvent aujourd'hui sembler utopiques que naissait l'Organisation des Nations Unies il y a 70 ans, jour pour jour. L'institution internationale a permis de donner une certaine visibilité aux pays africains, notamment par la nomination de Kofi Annan ou même Boutros Boutros-Ghali comme secrétaire général, mais pour certains observateurs, le rôle joué par le continent est encore trop secondaire. Écoutez les propos de l'historien Hamzat Boukari. Je pense qu'il est important de rappeler que cette organisation a été créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à une époque où l'Afrique était encore sous domination coloniale. Effectivement, l'ONU a pu accompagner d'une certaine manière les processus de décolonisation, mais on constate plus de 70 ans plus tard que l'Afrique n'a toujours pas part réelle dans ce concert des nations. Cela se manifeste à travers la composition du Conseil de sécurité. Donc ce sont toujours les 5 grandes puissances coalisées que sont la France, les États-Unis, l'Angleterre, la Chine et la Russie qui se partagent donc le pouvoir avec le droit de veto, ce qui pose un problème à mon sens démocratique. Et par ailleurs, depuis 1945, le nombre d'États africains n'a cessé d'augmenter. Aujourd'hui, il y a 54 États africains et l'Afrique occupe les 3/4 à peu près du temps de discussion qui est mené au niveau du Conseil de sécurité sur les 3-4 dernières années. Que cela soit le cas du Mali, le cas de la Centrafrique, la région des Grands Lacs ou d'autres cas. Donc il est sans doute très important que l'ONU se démocratise et prenne en compte les évolutions du monde. C'est l'une des résolutions prises pour asseoir la paix au Mali, visée par des mandats d'arrêt depuis 2013. Les responsables de la rébellion dans le Nord Mali n'auront à l'avenir plus de comptes à rendre à la justice malienne. Une décision qui peine à être comprise par la société civile. Arwa Barkala. La justice malienne efface l'ardoise judiciaire de responsables de la rébellion dans le Nord Mali. Le 17 juin 2015, l'ordonnance de mainlevée de mandat d'arrêt a été signée par le procureur de la République malienne. Il concerne 4 leaders des principaux groupes rebelles. Selon une certaine élite, ceux qui ont un certain niveau de compréhension, et à ce niveau-là, on comprend que cela a été fait dans le sens uniquement de pouvoir permettre aux rebelles de se rendre à Bamako pour signer l'accord. Parce qu'avec ce mandat, ils ne pouvaient pas mettre le pied sur le sol malien. Et il fallait lever le mandat pour qu'ils puissent venir à Bamako, signer l'accord et puis prendre toutes les autres mesures qui doivent accompagner l'accord en question. Les gens en ont marre, les gens sont très mécontents de cette situation. Un ras-le-bol des Maliens, d'autant qu'en tout, le nom de 4 leaders concernés par le blanchiment ont été rendus publics. Hilal Aga Sharif du MNLA, Al-Agbas Agintala du HCUA, Sidi Ibrahim Ould Sidat du MAA, Ibrahim Ag Mohamed Assaleh du CPA, ainsi que leur chef militaire Cheikh Agouassa du HCUA et Mohamed Ag Najim, ainsi que Mohamedou Djeri Maïga du MNLA. Beaucoup de Maliens fustigent une décision de justice qui prend une teinte politique. Les populations ne peuvent que contester, ne peuvent pas remettre en cause cette décision parce que effectivement c'est une décision de justice, elle est déjà rendue, donc pour le moment il n'y a pas d'autre voie de recours. Donc, comme on l'a dit, il faut situer les événements dans leur contexte. Donc, cela ne veut pas dire que ces gens-là ne seront pas poursuivis demain. L'État a pris une décision politique. Seul Iyad El-Ghali, le chef du groupe djihadiste Ansar Eddine, est toujours sous le coup de la justice. Il est désormais seul concerné par les accusations de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide, atteinte à la sûreté de l'État, trafic de drogue et terrorisme.
En Côte d'Ivoire, le gouvernement a annoncé la fin des opérations de réintégration de ces combattants. Elles ont été considérées comme fructueuses. Sur un effectif de 64 000 hommes, 55 000 soldats ont été réintégrés, soit plus de 85%. Mais pour l'ancien directeur de l'ADDR, l'organisme en charge de la réinsertion, les chiffres ont pu être gonflés pour des raisons politiques. Parallèlement, près de 45 000 armes ont été récupérées, ainsi que 2,5 millions de munitions. Ils sont utilisés dans la construction, la médecine et surtout l'alimentation. Ce sont les produits forestiers non ligneux, des produits naturels capables de se régénérer. Et ils sont également une source de revenus non négligeable en Afrique centrale. Pour preuve, près de 80% de la population de cette sous-région en dépendent. Reportage de notre correspondant Narcisse Doumbé. Qu'ils soient d'origine végétale ou animale, les produits forestiers non ligneux rythment le quotidien des populations d'Afrique centrale. Ils sont exploités par une écrasante majorité des habitants de la sous-région, prioritairement pour leurs besoins alimentaires. Omniprésents sur les marchés sous forme de légumes, fruits, poissons, viande de brousse, bois de chauffe et autres, ils font désormais partie des préoccupations de la COMIFAC, la Commission des forêts d'Afrique centrale. Les forêts d'Afrique centrale, du bassin du Congo, ont une potentialité, une forte potentialité en matière de produits forestiers non ligneux. Et près de 80% de populations du bassin du Congo dépendent de ces produits forestiers non ligneux pour leur vie quotidienne. Même s'il n'existe pas de données chiffrées, l'impact socio-économique des produits forestiers non ligneux semble être non négligeable. Des produits tels que la mangue sauvage, l'andoc, vous allez voir les produits tels que le héros, le coq, qui aujourd'hui est utilisé et est consommé par beaucoup de gens. Et également au niveau du marché, vous allez voir que c'est des produits qui passent. Selon les experts, le taux d'exploitation de ces richesses naturelles est supérieur au taux de régénération, d'où la nécessité pour les États membres de la COMIFAC de mettre un accent sur leur domestication. Le Congo est en train de faire des efforts sur la domestication des produits forestiers non ligneux, notamment sur les asperges et sur les marrontancés, qui sont les feuilles d'emballage, qui nous servent pour l'emballage des feuilles de manioc, et sur les produits comme les gnétum. Les forêts tropicales d'Afrique centrale couvrent 140 millions d'hectares et renferment des milliers de variétés non ligneuses. L'une des variétés les plus recherchées est le gnétum africain, très utilisé dans de nombreux plats, mais aussi dans l'industrie des liqueurs au Nigeria. En attendant l'élaboration d'un inventaire exhaustif des produits forestiers non ligneux, l'heure est au renforcement de la prise de conscience de leur rôle dans l'amélioration des conditions de vie des populations. L'actualité économique, c'est aussi l'émergence d'une classe moyenne en République démocratique du Congo, avec un taux de 4% de croissance chaque année. Le pays bénéficie d'un potentiel non négligeable. Mais sur les 70 millions d'habitants que compte le pays, seuls 2,5 millions possèdent un compte bancaire. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. En République démocratique du Congo, seulement 2 500 000 personnes ont un compte bancaire. Un faible taux par rapport à l'ensemble de la population congolaise, estimée à 70 millions. Selon la Banque centrale du Congo, 10 millions de Congolais vivent avec une moyenne de 2 $ américains par jour, se retrouvant ainsi dans la catégorie de la classe moyenne, selon les critères de la Banque mondiale. Vous savez, nous avons un taux de bancarisation parmi les plus faibles au monde, même en Afrique. Le système bancaire n'a que 2 500 000 comptes. Et si on prend en compte les comptes auprès des institutions financières, et là on a un taux qui a certes augmenté, mais qui reste aussi encore faible, de 18%. Mais lorsqu'on considère que les banques, on a un taux qui est inférieur à 5%, alors que la moyenne africaine est de 22%. La thésaurisation reste encore le mode de gestion financière de nombreux Congolais. Méfiance vis-à-vis des banques, manque de moyens ou ignorance, chacun au sein de la population a sa façon d'aborder la question. Peut-être qu'on n'a pas ce qu'il faut placer à la banque. Parce que ce qu'on place à la banque, c'est un solde de dépenses. Par exemple, on a des besoins primaires, secondaires. Au-delà de ces besoins, lorsqu'on a fait toutes ces dépenses, il y a quelque chose qui peut rester, qu'on peut placer à la banque. S'inspirer de l'exemple de l'île Maurice, du Kenya et de l'Afrique du Sud, qui détiennent les taux de bancarisation les plus élevés du continent, c'est l'ambition de la Banque centrale du Congo.
À cette fin, elle a lancé à Kinshasa un plan pilote consacré à l'éducation financière. La croissance de la République démocratique du Congo s'améliore. Elle est passée de 4% en 2011 à 18% en 2014, soit une croissance de 18%. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.